Je vous souhaite la bienvenue dans la salle du Conseil. Vous avez reconnu la salle des mariages reconvertie en salle du Conseil. Nous avons un Conseil avec 26 points, mais je vous proposerai un vote global sur un certain nombre de délibérations. Et si vous le permettez, je vous propose de désigner en secrétaire de séance Madame Florence de Vara, qui sera assistée en secrétaire auxiliaire de Monsieur Christophe Rioual. Je vous propose de voter l'extrait des délibérations de notre dernière séance qui s'est tenue le lundi 7 mars 2022. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. Je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Alors, nous sommes amenés, comme dans chaque organe délibérant, conseil d'administration, d'établissement, collectivité, conseil d'arrondissement, même si nous ne sommes pas une collectivité de plein exercice, à chaque année à voter le compte administratif au titre de l'exercice passé, c'est-à-dire l'exercice 2021, conformément aux dispositions du CGCT. Je vous propose d'élire un président de séance et je vous propose d'élire Madame Chantal Lambert-Burin, si vous en êtes d'accord, puisque je ne peux pas, si vous voulez, siéger pour le compte administratif. Donc, je vous propose, s'il y a un murmure d'approbation, je vous remercie et je donne la parole à Monsieur Paul Maria, qui va rapporter sur le compte administratif 2021. Merci, Monsieur le maire. Bonjour, mes chers collègues. Donc, très brièvement, sur ce compte administratif 2021, comme l'a dit Monsieur le maire, il nous appartient d'entériner en fait le budget tel qu'il a été exécuté l'an dernier. Donc, peu de choses à dire en séance au risque d'y passer des heures, si ce n'est de dire que les trois postes principaux, que sont la dotation d'animation locale, la dotation de gestion locale et la dotation d'investissement, ces trois postes sont en hausse. Donc, pour rappel, une dotation d'animation locale en 2021 qui s'élève à 434 463 € et 91 centimes, en hausse de 16,18%. Une dotation de gestion locale avec des crédits ouverts à hauteur de 3 620 463 €, en hausse de 15%. Et enfin, des crédits ouverts au titre de la dotation d'investissement à hauteur de 357 710 € et 81 centimes, en hausse pour leur part de 23,46%. Donc, des crédits dont le taux d'engagement vous est détaillé dans la synthèse globale qui vous a été transmise, avec le dossier pour ce conseil d'arrondissement, et un certain nombre de crédits reportés. En général, les raisons administratives sont évidentes. Il y a aussi encore eu la queue de comète du Covid, bien évidemment, qui fait que certains crédits n'ont pas pu être ouverts. Je n'entrerai pas dans les détails. Je suis à votre disposition et vous propose, mes chers collègues, de voter l'approbation du compte administratif pour l'année 2021. Monsieur Comet. Oui, merci, Monsieur le maire. J'ai juste une question de compréhension. Lorsqu'on parle de report libre, est-ce que ça veut dire qu'on peut reporter les sommes en question sur des affectations différentes? Et si oui, qu'est-ce qui le fait? Est-ce que ça se fait au niveau de la mairie d'arrondissement, au niveau de la mairie de Paris? Oui. C'est à notre niveau. Mais on reste sur les fonctions. Oui, c'est ça. On reste sur les fonctions, c'est-à-dire sur les... Allez-y, monsieur le directeur général des services. Pour ce qui va concerner, par exemple, les conservatoires, le report libre restera sur le conservatoire. Pareil pour les crèches, pareil pour les écoles, pareil pour les fils, ce genre de choses. Oui, ce qui veut dire que si on veut changer de fonction, là, ça passe par un vote, et ça passe ou par une autorisation de la direction des finances. Oui. Quand on demande de passer d'une fonction à une autre. Imaginons que, par exemple, à l'issue à mi-mandat, par exemple, on ait lorsque, par exemple,
Prenons le cas, par exemple, des conseils de quartier, qui est un sujet qui nous est cher. Lorsqu'à mi-mandat, on change de conseil de quartier, si vous voulez, que des crédits n'ont pas été consommés, on peut imaginer reporter les crédits d'investissement non consommés, par exemple, sur la voirie. Ce qui nous est arrivé au cours du passé pour refaire des opérations de voirie complémentaires, notamment des réfections de trottoirs. Je donne cet exemple. Mais cet exemple-là, ça nécessite effectivement un accord de la direction des finances. Voilà, donc je vais me sortir quelques instants. Donc j'attends que le maire soit véritablement parti, il ne nous entend pas. Donc merci Paul de ces précisions. Et c'est vrai que vous aviez les dossiers, donc c'était peut-être pas la peine de rentrer dans une lecture fastidieuse des éléments que vous aviez sur table. Donc qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Merci infiniment de votre vote. Merci infiniment, Madame la Première Adjointe. Alors, dans mon élan, j'avais oublié effectivement qu'il y avait un point numéro 3 sur lequel nous revenons, qui est d'autoriser la signature des conventions entre la mairie du 6e arrondissement et les associations relatives à l'occupation permanente des locaux de la mairie du 6e arrondissement. Et ce sont, mes chers collègues, vous en avez la liste, principalement des associations qui occupent temporairement des bureaux ou des salles de la mairie du 6e arrondissement. Vous voyez que cette liste, d'ailleurs, est mise à jour. Elle intègre de nouveaux venus, l'association clinique juridique de l'université Panthéon-Assas, sur lequel notre collègue Madame Hervieux s'est particulièrement intéressée, en bénéficiant d'un éclairage de monsieur l'adjoint au maire chargé de la communication et de la culture. Nous avons accueilli aussi l'association j'en ai repéré une deuxième qui était arrivée récemment. Ben oui, la communauté professionnelle territoriale de santé du 6e et du 7e arrondissement, chère à Iris Berthomier, qui occupe maintenant des locaux et qui préfigure la CPTS qui va effectivement œuvrer et essayer de rassembler davantage les professionnels de santé dont nous avons mesuré toute l'utilité. Et puis après, vous retrouvez les associations classiques qui occupent des locaux à différents types, différentes heures. L'association Panier du 6e, c'est la MAP. L'association Parcours Saint-Germain, qui d'ailleurs peut-être sera moins active dans les prochaines années, qui occupe un bureau, etc., etc. Voilà, mes chers collègues, je vous propose de voter, si vous n'avez pas de remarques. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Nous poursuivons nos travaux et je vais donner à 2 reprises la parole à notre collègue Claude Ribes sur les points 6 et 7. Donc, approbation d'une plaque commémorative. Je vous donne la parole, mon cher collègue. Mes chers collègues, sur le premier point, qui est le point numéro 6, il s'agit d'apposer une plaque commémorative en hommage au cinéaste Maurice Pialat, au 13 de la rue de l'Abbé Grégoire, qui fut l'une de ses résidences. Sur la vie de Maurice Pialat, eh bien, on retiendra surtout, bien évidemment, sa carrière cinématographique exceptionnelle, avec des films qui ont marqué l'histoire, bien sûr, du cinéma français. Je pense à l'avant-dernier, à Van Gogh, qui était exceptionnel, avec Jacques Dutronc dans le rôle de Van Gogh. Je pense bien sûr à Loulou, avec un acteur qui est également un de nos administrés. Il faut rappeler peut-être aussi que Maurice Pialat a d'abord été un peintre et il a été très attaché à l'arrondissement puisqu'il s'est notamment formé à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Donc son attachement à l'arrondissement est ancien au-delà de sa vie. Donc je propose bien évidemment de voter favorablement pour la position de cette plaque qui est bien méritée et qui récompense à la fois une belle vie et une belle œuvre. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je vous propose donc de voter favorablement cet hommage pour honorer la mémoire de ce grand cinéaste français
qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Nous repassons la parole à Claude Rip pour rapporter sur les cinémas d'art et d'essai, les salles de cinéma indépendantes présentes dans le 6e arrondissement. Alors notre arrondissement, et j'enfoncerai là une porte ouverte, est non seulement riche en réalisateurs, en comédiens, mais aussi, et c'est très important, il fait l'honneur de la ville de Paris par une densité exceptionnelle. Je parle sous votre contrôle, monsieur le maire, et sous le contrôle de monsieur l'adjoint à la communication et à la culture. Je crois que c'est... on a plusieurs dizaines, j'avais compté près de 40 salles de cinéma, peut-être même davantage si on compte... Enfin, 40 écrans, donc c'est... oui, c'est cela. Donc on ne doit pas flirter avec les 50 même. Oui, oui. Si on compte les multiplex, effectivement. Donc c'est absolument... Je dirais que c'est... Les multi-écrans, pardon, les multi-écrans. 50 écrans. C'est bien évidemment unique à Paris, unique en France et peut-être même unique au monde. Donc il faut évidemment soutenir cet effort. J'ajouterais que bien évidemment les salles de cinéma, comme vous vous en doutez, ont été très durement frappées par la pandémie et en l'occurrence, il s'agit d'attribuer une subvention de fonctionnement à un certain nombre de salles parisiennes qui sont, je crois, toutes classées arrêt essai, qui font l'objet d'un conventionnement avec la ville. Et parmi ces salles, il y a six établissements qui sont situés dans notre arrondissement. Alors ces établissements, vous les connaissez, je pense. Il y a d'abord les trois Luxembourg, donc c'est plus de 6 salles, hein, enfin de 6 écrans, puisque bon, les trois Luxembourg, il y a plusieurs salles. Il y a l'Arlequin, bien évidemment. Il y a également le Saint-André-des-Arts, le Nouvel Odéon, le Christine et le Lucernaire. Donc, sans entrer dans les détails qui seraient fastidieux, parce qu'on a beaucoup de points à examiner au cours de ce conseil, je vous propose de voter favorablement pour l'attribution de cette subvention d'un montant de 895 000 € avec 29 sociétés, dont 6 qui nous concernent très directement. Merci pour cet excellent rapport sur ces aides annuelles. Il faut saluer d'ailleurs l'action de la ville de Paris qui s'est toujours poursuivie de Jacques Chirac à Anne Hidalgo en passant par Bertrand Delanoë. Effectivement, Paris aide ses cinémas et c'est une très bonne chose, d'autant plus que, comme vous l'avez très bien dit, mon cher collègue, la pandémie les a affectés et ce qui les affecte aussi, c'est la diminution de la population parisienne, son vieillissement et, comme vous le savez, la concurrence des plateformes. C'est ça aussi le problème. Hein. Donc, mais bon, on a quand même un écosystème qui s'entretient bien, il y a des évolutions positives, donc il faut faire en sorte effectivement de les aider, de les favoriser et d'en faire la promotion. Donc si vous en êtes d'accord, mes chers collègues, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie, adopté à l'unanimité. Nous poursuivons nos travaux et je vais donner la parole à Madame Arielle Bocan qui va rapporter rapidement sur le plan d'alimentation durable de la ville de Paris pour la période 2022-2027. Oui, merci Monsieur le maire. Donc il s'agit là du 3e plan d'alimentation durable. Depuis 2019, la ville de Paris a mis en place une politique de développement de l'alimentation durable et est ainsi passé de 8% à 53% en 2019. Le but est d'atteindre 100% en 2027 avec des denrées labellisées ou issues de l'agriculture biologique. Le but aussi, et ce qui va être réalisé, c'est pour 2025, 100% par contre dans les crèches, déjà à cette échéance-là. Les 17 caisses des écoles, c'est-à-dire maternelle, primaire et collège, gèrent 22 millions de repas par an et sont accompagnés par la DASCO pour le financement. C'est la DFPE, c'est-à-dire la Direction des familles et de la petite enfance, qui gère les 3,2 millions de repas servis dans 450 structures, crèches et haltes garderies.
Le Centre d'action sociale de la ville de Paris s'occupe de la restauration des personnes âgées et des personnes en difficulté sociale, avec 44 restaurants émeraude, 12 restaurants solidaires, 15 EHPAD, 8 centres d'hébergement, des portages à domicile et sert ainsi 11 000 repas par jour. La ville s'occupe aussi de la restauration de ses agents et des jeunes confiés au titre de la protection de l'enfance. Le plan 2015-2020 permet à la ville d'atteindre donc 53% d'alimentation durable. Pour 2022-2027, la ville se conforme aux objectifs de l'accord de Paris et des plans climat avec une neutralité carbone. Aussi, l'agriculture de proximité avec AgriParis, la production de plus en plus sur le bassin parisien, la lutte contre les précarités alimentaires, le plan santé environnementale et nutrition sont les objectifs du nouveau plan établi en concertation avec, entre autres, les maires d'arrondissement. D'ici 2027, 50% des denrées servies auront parcouru moins de 250 km. Il y aura 2 repas végétariens par semaine, une hausse des protéines végétales locales, donc moins de sucre et surtout moins de produits ultra transformés. Bon, ce qui ne plaît pas forcément aux enfants, mais ils s'y font. Ça plaît aux parents. 3 axes complémentaires et 12 défis sont à relever. Alors, premier axe, des cantines qui préservent le climat et la biodiversité. On note que l'alimentation est le 2e poste d'émissions à effet de serre à Paris, après le transport aérien. Dans ce premier axe, il y a aussi l'approvisionnement bio ou durable, comme je le disais tout à l'heure, manger de saison et manger local, la restauration collective flexitarienne et la restauration collective zéro déchet et baisser également d'au moins 50% le gaspillage alimentaire. Deuxième axe, des repas bons au goût et bons pour la santé. Proposer donc des repas contribuant à la santé environnementale, moins de sucre et, comme je le disais, moins de produits ultra transformés, du cuisiner maison, zéro plastique. Ce point permettra... Oui, ça on ne le mange pas. Non, d'accord, j'étais inquiet. Ce point permettra aussi de lutter contre les perturbateurs endocriniens. Et surtout, plus d'attention aux convives, spécialement pour les enfants ou les personnes en grande précarité. Ce plan permet aussi de faire une attention toute particulière portée aux personnes âgées pour éviter la dénutrition. C'est un point aussi important. Et troisième axe, des équipes et des convives qui suivront donc et qui seront moteurs de ce plan, avec des équipes formées et impliquées, des convives et leurs familles plus informés et plus associés, des outils et des méthodes partagées et une restauration collective solidaire, c'est-à-dire plus de coopération entre la restauration collective et les associations d'aide alimentaire. Alors pour le 6e, on n'est déjà pas si mal placé puisqu'on fait une modulation du gaspillage dans les cantines avec des portions différentes suivant les âges, des petites et même pour les grands. Ceux qui n'aiment pas peuvent prendre une petite portion, une moyenne portion, et ça contribue aussi à éviter beaucoup de gaspillage. On fait aussi la chasse au gaspillage avec des balances de pesée dans toutes les écoles et le collège, la valorisation des biodéchets qui sont récupérés dans plusieurs écoles, du cuisiner maison qui a énormément de succès, et surtout l'accompagnement des équipes avec formation et sensibilisation des enjeux. Donc je vous demande, s'il vous plaît, d'approuver ce plan alimentaire durable de la ville de Paris à travers cette feuille de route qui permettra ainsi de répondre aux enjeux agricoles et alimentaires locaux. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. C'est une affaire qui est suivie par vous dans les écoles et effectivement par Iris Berthomier au titre de sa délégation, puisque l'alimentation durable concerne plusieurs publics, vous l'avez rappelé, les écoles, les crèches, les résidences pour personnes âgées avec des problématiques particulières. Lutter contre la dénutrition des personnes âgées, ça c'est très bien, c'est un souhait. Après, c'est beaucoup plus difficile à faire et ça nécessite, notamment quand on suit les personnes âgées, une présence de personnel
en nombre. Et ça, c'est un problème qui est un problème très important en France, qui jusqu'ici n'a pas été réglé, parce qu'il faut y consacrer plus d'argent, et c'est un sujet de débat, d'ailleurs, que nous connaissons depuis déjà une dizaine d'années, et qui n'épargne pas, bien sûr, les collectivités territoriales, puisque ça nécessite d'y consacrer beaucoup plus d'argent. Et puis les personnels avec les restaurants administratifs de la ville de Paris, et nous en avons un dans rue Jean-Bart, qui était longtemps fermé pendant la crise sanitaire, et qui repart, et je vous engage d'ailleurs, mes chers collègues, pour ceux qui voudraient effectivement y aller, y manger, c'est tout à fait sympathique. C'est un très bon restaurant, enfin c'est un restaurant de proximité qui profite à nos agents, et je me félicite de son existence et de sa présence dans le 6e arrondissement. Donc si vous voulez, y a-t-il des demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter, mes chers collègues. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Et je passe tout de suite sur le même sujet la parole à Iris Berthemier. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, le projet que je vous propose de voter est un projet de subvention, donc qui va dans le même sens que ce que nous a présenté Madame Boucan. Donc, ce sont des subventions qui seraient attribuées pour la restauration collective parisienne dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, vous savez que la lutte contre le gaspillage alimentaire est un enjeu de la ville de Paris et du plan climat et stratégie pour une alimentation durable. Ça a été dit précédemment. En France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an, soit une valeur commerciale estimée à 16 millions d'euros. À Paris, donc, la restauration collective est engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire au travers de chartes parisiennes anti-gaspi. Donc, ça a déjà été rappelé, des dons aux associations des produits non consommés, sensibilisation des convives, recettes zéro gaspi, etc., etc. Le projet qui nous est présenté concerne des subventions de 55 802 € en fonctionnement et 82 678 € en investissement. Il y a plusieurs caisses des écoles qui ont proposé des projets en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, c'est les caisses des écoles des 10e, 18e, 19e et 20e arrondissements. Et en ce qui nous concerne pour notre arrondissement, ça porte sur le restaurant Jean-Bart. Donc, le projet qui nous est proposé, c'est d'installer un composteur. C'est un projet qui est porté par l'ASPP, donc l'Association d'action sociale en faveur des personnels de la ville de Paris. Et donc, ce composteur ferait 2 mètres de large et complètement étanche, n'occasionne donc pas de nuisances ni sonores, ni olfactives, ni, j'ai envie de dire, en termes de rats. Et donc, il est simple à utiliser pour les personnels et il permet la collecte de tous les biodéchets, y compris les déchets carnés. Donc, voilà. Donc, cette subvention serait accompagnée d'une convention. Et donc, je vous propose d'approuver la subvention et d'autoriser Madame la maire de Paris à signer la convention, voilà, la convention qui serait passée avec l'ASPP. Voilà, je peux ajouter une précision, c'est que ça s'inscrit dans un appel à manifestation d'intérêt qui est toujours ouvert, donc des projets peuvent être proposés et d'autres projets nous seront proposés dans les prochains conseils. L'ASPP, c'est effectivement l'association de la ville qui gère les restaurants parisiens, celui de la place d'Hôtel de Ville et les différents restaurants qui sont à proximité, Jean-Bart, Schoelcher, etc., etc. Donc, mes chers collègues, y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je vous propose de voter. Donc, même vote favorable. D'accord, je vous remercie. Nous passons maintenant aux 2 délibérations des FPE. Je vais donner la parole à Chantal Lambert-Burins. Chers collègues, oui, très vite, puisqu'il s'agit de délibérations qui reviennent tous les ans. Cette fois, donc, il s'agit de la proposition de donner à l'association Esperem, qui en fait a 4 établissements, non, elle n'a plus que ça d'ailleurs, elle a à Paris un seul établissement,
et elle en a, enfin il y a 114 places. La crèche Espérem du 83 rue de Sèvres est une petite crèche de 30 places et il nous est demandé de voter une subvention à hauteur de 777 304 € pour l'ensemble effectivement des 4 crèches qui se trouvent dans l'ensemble dans Paris. Voilà, donc c'est effectivement une subvention globale, sachant que celle qui nous intéresse est celle du 83 rue de Sèvres, pour cette crèche qui a 30 places et qui répond non seulement aux demandes des habitants de l'arrondissement, mais également aux demandes du foyer de jeunes mamans isolées qui se trouvent à la même adresse. Voilà, donc je vous propose de voter cette subvention. Qui ne prend pas part au vote? Qui vote pour, et ça sera ensuite effectivement Madame Hervieux qui au Conseil de Paris défendra ces délibérations, j'en suis sûr, avec succès. Mes chers collègues, nous poursuivons nos travaux et donc je vous redonne la parole, ma chère collègue, pour la maison Kangourou. Même motif, j'espère que même sanction. Voilà, c'est dans la rubrique crèche, la maison Kangourou, 18 établissements d'accueil dans Paris. Un dans le 6e arrondissement, rue de Montparnasse, avec une crèche de 60 berceaux. Et il nous est demandé d'autoriser la maire de Paris à verser pour l'ensemble de ces crèches une subvention de 3 437 615 € au profit de ces établissements. Voilà, mes chers collègues, je pense que vous pouvez être que favorables, ou je l'espère. Même vote, donc. Même vote. Favorable. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors maintenant, après les bébés, nous allons passer aux aînés et aux aidants, et je passe la parole à Florence Devara pour la délibération en faveur des maisons des aînés et des aidants et des CLIC pour l'année 2022. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, donc effectivement, cette délibération porte sur les participations pour l'année 2022 aux 6 maisons des aînés et des aidants de Paris, et aussi sur la demande d'autorisation pour la signature de l'avenant aux conventions de labellisation conclues le 10 mai 2019, et cela pour une durée d'1 an. Concernant le 6e, il s'agit bien sûr de la maison des aînés et des aidants centre, située rue de l'École de médecine, portée par l'association Autonomie Paris Saint-Jacques. Comme vous le savez déjà, ces établissements ont pour but de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et de contribuer à l'amélioration de leur parcours santé, mais aussi d'apporter une aide aux aidants qui vivent souvent des situations très difficiles aussi. Il nous est donc proposé d'accorder au titre de l'année 2022 un financement s'élevant à 524 423 € pour la maison des aînés et des aidants centre, et à un total de 3 247 510 € pour l'ensemble des 6 maisons des aînés et des aidants de Paris. Je précise que ces sommes sont les mêmes que celles votées en 2021. Je vous demande donc de voter favorablement pour ce versement de participation et pour l'autorisation de la signature par Madame la maire de Paris de l'avenant aux conventions de labellisation conclues en 2019. Je vous remercie. Collègues, y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Je vous signale que nous aurons un forum senior à la mairie du 6e arrondissement le 30 juin. Ça doit être un jeudi de mémoire. Forum senior qui lancera notamment la démarche visant effectivement à essayer encore plus dans le 6e qu'ailleurs de favoriser le maintien des seniors plus à domicile. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. La délibération est adoptée. Je viens maintenant rapidement rapporter sur ce qu'on appelle la DTEC 7, c'est-à-dire la direction, c'est une délibération de la nouvelle direction de l'environnement, de la transition écologique et du climat, qui vise à lancer le cadrage de la révision légale du plan climat de Paris. On nous rappelle dans la délibération que le futur plan climat de Paris va couvrir effectivement la période une prochaine 2024-2030. Il doit être adopté courant 2024.
et il vise effectivement, selon les termes de cette révision, sera menée selon 3 axes: plus vite, plus local, plus social. Plus vite compte tenu effectivement des phénomènes de réchauffement climatique que nous connaissons bien. Plus local, c'est-à-dire que cette révision serait conduite davantage avec les arrondissements, donc dans le cadre de concertation locale, et avec plus social, c'est-à-dire en essayant effectivement, notamment pour les arrondissements qui ont des quartiers prioritaires de la ville, d'essayer de développer la concertation avec les personnes et les associations, les personnes notamment qui sont les plus éloignées de la participation citoyenne. Donc dans cette délibération, et c'est l'élément, je dirais, premier de ce début de cette première délibération afférente à ce nouveau plan climat, il nous est présenté le calendrier prévisionnel. Donc il y aura une délibération de cadrage qui sera présentée au Conseil de Paris avant l'été, avec un événement de lancement de la concertation au mois de septembre, ensuite une votation, tout ça débouchera sur une votation citoyenne en mai 2023, ça tombe bien, en 2023 normalement il n'y a pas d'élection, donc on pourra normalement avoir une votation citoyenne, on s'exercera avec ça, et c'est intéressant de voir comment nos concitoyens peuvent justement s'appréhender des sujets tels que celui-là. Donc on essaiera, je pense, de développer au maximum la participation, quelle que soit notre sensibilité et notre origine, avec ensuite un passage de l'avant-projet en Conseil de Paris, et ensuite, dans le courant du second semestre 2023, ce projet de plan climat sera soumis, un peu comme le plan local d'urbanisme, aux différentes autorités compétentes, les autorités environnementales, la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France et l'État, avant une consultation publique officielle un peu sur le modèle du PLU, c'est-à-dire sans doute avec registre en mairie et puis consultation sans doute également via des sites, pour une adoption finale par le Conseil de Paris en mars 2024. Voilà, mes chers collègues. Donc les dates de début et de fin de la concertation ainsi que ses modalités précises seront communiquées au public au moins 15 jours à l'avance sur le site internet de la Ville de Paris ou par voie d'affichage. Je vous propose donc d'adopter cette délibération. Si vous n'êtes d'accord, pas de demande de prise de parole, je vous remercie. Nous votons favorablement. Nous poursuivons nos travaux et nous arrivons maintenant à 2 délibérations sur le stationnement de surface. Donc, stationnement de surface, mesures diverses, y compris tarifaires. Je donne la parole à notre collègue Séverine de Comprégnac. Merci, Monsieur le maire. Donc, 2 délibérations. La première sur le stationnement de surface. Et alors, je ne vous égrène pas toutes les mesures qu'il y a dedans. Ce sont des mesures y compris tarifaires, mais des mesures pratiques du type le report d'un droit de stationnement payé pour déménagement, etc., avec des spécificités pour le stationnement des personnes en situation de handicap dans les Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, etc. Je vous avoue, je me demande s'il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour tout comprendre. Moi, j'ai un petit peu du mal. J'espère que les Parisiens s'y retrouveront. Je vous propose de vous abstenir sur cette délibération, Monsieur le maire. Oui, en réalité, si vous voulez, d'ailleurs, ça sera, mais je suis tout à fait d'accord, on va, majoritairement s'abstenir, parce qu'en réalité, cette délibération est une délibération un peu fourre-tout dans laquelle il y a différentes choses. Il y a des choses qu'on voterait favorablement si on les pouvait voter article par article. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes effectivement plus réservés. Je pense que ça aurait nécessité sans doute une concertation plus approfondie entre les différents groupes. On peut avoir des opinions différentes sur les mobilités, mais on peut se retrouver sur un certain nombre de mesures. Encore faut-il qu'elles soient effectivement discutées, concertées, même si on sait que souvent on agit dans l'urgence, il faut aller vite, que les exécutifs municipaux quelquefois sont pris eux-mêmes par des contingences matérielles. Mais là, de toute façon, c'est une discussion qu'on aura à nouveau au Conseil de Paris, mais effectivement, je souscris tout à fait à la position de la rapportrice
nous proposons, nous, de nous abstenir sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? La délibération est adoptée. Ça, vous voyez, ça permet une certaine satisfaction, effectivement. Quand on s'abstient, effectivement, et qu'il y a ne serait-ce qu'une personne qui vote, la délibération est adoptée. Et là, nos 3 conseillers ont la majorité des votes. C'est ça. Je redonne la parole à Madame de Comprignac pour l'autre délibération DVD 36 qui a trait au pass de roue motorisé. Et je vous remercie à nouveau, Monsieur le maire. Donc là, c'est la création, cette délibération propose la création d'un pass de roues motorisé à Paris avec les gestionnaires de parcs de stationnement qui sont associés au dispositif. Donc à ce stade, de la même façon, je vais vous proposer de vous abstenir, puisqu'on en est simplement à la création du pass, on n'en est pas encore au tarif et au détail de ce qui va être fait. J'ajoute qu'à ce stade, en tout cas, la ville de Paris n'a pas négocié avec ses concessionnaires, que ça le mériterait sans doute. Et donc c'est pour ça que je vous propose de vous abstenir. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il d'autres interventions? Je ne vois pas de doigt se lever, donc je vous propose de mettre au vote cette délibération. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? La délibération est adoptée à la majorité des votants. Mes chers collègues, je vous propose un vote global d'approbation pour les points 16 à 20 du Conseil de notre ordre du jour. Ce sont des délibérations générales qui nous concernent, je dirais, ponctuellement, mais sur lesquelles je vous propose un vote global d'approbation. Si vous êtes d'accord. Et nous passons maintenant aux vœux et aux questions orales. Et nous avons 2 vœux. Avant d'aborder le vœu déposé par Madame Kiss relatif au recyclage des mégots, sur lequel Madame Séverine de Comprignac s'exprimera et présentera notre position, position de la majorité, mais qui se rapprochera de la position exprimée par Madame Kiss et ses 2 collègues. Je vous propose d'évoquer le vœu émis par le Conseil de quartier Saint-Placide relatif aux propositions d'aménagement et de circulation de la coronapiste de la rue de Vaugirard. Je donne la parole à Florence Devara. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, il s'agit du vœu émis par le Conseil de quartier Saint-Placide. Je vais vous repréciser rapidement la situation. Donc, à l'automne 2020, pour faire face à un développement exponentiel de la circulation cycliste, la mairie de Paris a aménagé plusieurs pistes de circulation dites coronapistes, dont la rue de Vaugirard. Et là, ce qui nous concerne, c'est la partie entre le boulevard du Montparnasse et le carrefour Saint-Placide. Cet aménagement dit provisoire a aujourd'hui plusieurs impacts négatifs. Alors, d'une part, sur l'habitat et l'activité des riverains, et d'autre part, dans le sens où ça représente un danger pour les enfants et leurs accompagnants et pour les personnes âgées. Et d'autre part, ce caractère provisoire entraîne des incongruités de l'aménagement qui, en plus, cet aménagement, on pourrait dire, n'est pas du tout esthétique. Voilà, donc ça, ce sont les 2 points essentiels. Le 9 mars dernier, la mairie de Paris, représentée par Monsieur David Béliard, adjoint en charge de la transformation de l'espace public des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie, est venu présenter en mairie du 6e 3 options d'aménagement et de circulation de la rue de Vaugirard. Donc il y avait le maintien de la coronapiste, l'option 1, ou la création d'une vélorue avec 2 variantes modifiant les sens de circulation, donc dit option 2.1 et 2.2. Je ne vais pas tout réexpliquer parce que je pense que
plusieurs d'entre vous ont assisté à cette réunion. Il en est ressorti que de nombreux riverains ont réagi en montrant scepticisme, critique ou refus. Ainsi, alors, ont été évoquées surtout la contradiction qu'il y aurait entre le concept de rue aux écoles qui va être mis en œuvre rue Littré, donc dite rue calme pour les enfants, et une hausse, ces projets entraîneraient une hausse notable de circulation en cas de modification du sens de circulation. Donc on estime que ça annulerait totalement le point positif de la rue aux écoles qui va être créée. D'autre part, c'est aussi l'impossibilité technique de modifier le sens de la rue Blaise Desgoffes sans raboter des trottoirs qui sont déjà étroits. Il y a aussi les déports de surcirculation vers les rues du Cherche-Midi, Sèvres et de Rennes, et aussi la difficulté d'absorption des circulations liées aux travaux à venir au 110 rue de Vaugirard. Donc, au cours de cette réunion qui a eu lieu à la mairie du 6e arrondissement, la mairie du 6e a proposé un projet alternatif, car on a bien vu qu'il y avait des réactions assez virulentes, donc un projet alternatif de vélorue sur l'ensemble de la partie de la rue de Vaugirard, comprise donc entre le boulevard Montparnasse et le carrefour Saint-Placide. Cette vélorue serait préservée des automobilistes de transit qui devront en priorité emprunter le boulevard Montparnasse, la rue de Rennes ou la rue de Sèvres. Elle conserverait le sens unique actuel de circulation automobile dans un environnement apaisé et améliorerait la cohabitation entre automobiles et vélos. Ainsi, le conseil de quartier Saint-Placide a émis le vœu suivant, que le calendrier d'études, alors je vous le lis, je résume, le calendrier d'études des projets d'aménagement et de circulation de la rue de Vaugirard soit ajusté pour prendre en compte une réelle consultation et concertation avec l'ensemble des parties concernées, riverains, établissements d'enseignement, maisons de retraite, commerces et services, et qu'aucun des travaux appropriés ne soit engagé avant la conclusion de cette phase de concertation, et que la nouvelle proposition déposée le 9 mars dernier par la mairie du 6e arrondissement soit intégrée dans le processus en complément et au même titre que les 3 propositions de la ville de Paris. Donc, suite à tout ce résumé de la situation, je vous encourage, je vous remercie de voter favorablement ce vœu émis par le conseil de quartier Saint-Placide. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Alors, je vais vous donner la parole, mes chers collègues, Madame Kiss et Monsieur Comet. Je rappelle qu'un vœu d'un conseil du quartier ne peut pas être modifié. Hein, la règle, c'est effectivement, on l'adopte, on vote pour, on vote contre, on ne prend pas part au vote ou on s'abstient. Qui veut démarrer? Monsieur Comet, peut-être, ou même Kiss? Voilà. Écoutez, oui, je vais me permettre de démarrer parce que moi, je demande le retrait de cette délibération. En effet, l'article 12 du règlement des conseils de quartier du 6e arrondissement, que nous avons voté ici, même si nous ne l'avons pas voté, explique que seules les questions inscrites à l'ordre du jour et ayant un rapport direct avec le quartier font l'objet de débats. Or, ce vœu n'a pas été présenté à l'ordre du jour, il a été bricolé et distribué en séance. Donc, je demande à ce que nous ne votions pas sur cette délibération. J'ajoute d'ailleurs que le président du conseil de quartier Saint-Placide aura tout loisir de régulariser sa situation, puisqu'il y a une réunion du conseil Saint-Placide qui est prévue le 8 juin à 18h30 et un conseil d'arrondissement le 21 juin. Donc, le fait de retirer la délibération revient en fait à la représenter le mois prochain au prochain conseil d'arrondissement. Je précise quand même que vous n'y étiez pas, mais moi j'y étais au conseil de quartier Saint-Placide et le débat a bien eu lieu, hein. Je vous le garantis. Attendez, le débat a peut-être eu lieu, mais il a eu lieu sur un texte que les gens ont découvert en séance. Et c'est complètement contraire au règlement du conseil de quartier. Donc on peut difficilement avoir 2 poids et 2 mesures, suivant que le vœu plaît ou ne plaît pas.
Alors je fais appel à... Merci de vos interventions. Je fais appel effectivement au souvenir de Florence de Vara. Il n'a pas été présenté tel quel, il n'a pas été évoqué tel quel dans l'ordre du jour. Mettez votre micro, mes chers collègues. Dans l'ordre du jour, je ne sais plus précisément. Ça, c'est vrai, il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, il a bien été débattu, distribué à tous les membres. Voilà. À l'ordre du jour. On va vérifier, oui, mais ça amène dans ce cas-là... Moi, j'avoue qu'il me semble qu'il était annoncé. Il faut... Et je vous propose effectivement qu'on le retire et on le représentera au prochain conseil d'arrondissement, étant donné qu'il faudra vérifier que le conseil de quartier Saint-Placide, là, le remette à l'ordre du jour, à son ordre du jour, et effectivement... S'il le vote favorablement, effectivement, ça montera ensuite en conseil d'arrondissement une nouvelle délibération et ensuite en conseil de Paris. Monsieur Flaubert. Oui, juste, ce conseil de quartier, le prochain, a lieu quand? Le 8 juin. Et est-ce que l'ordre du jour est déjà passé? Donc là, c'est... Enfin, je sais pas, ou alors on peut faire un ordre du jour rectificatif. Ah bah oui. Sinon, on tourne en rond, là. Non, il faut que Florence de Vara... L'ordre du jour du 8 juin, il n'a pas encore été envoyé. Non, mais... Attendez, bon... Non, mais... Chacun... voilà. Florence de Vara a la double casquette de coordinatrice des conseils de quartier et de membre du conseil de quartier Saint-Placide. Donc, elle va vérifier ce point important demain avec Stéphanie Pujarinet. Et ensuite, effectivement, donc nous retirons ce vœu effectivement, car il pourrait entacher d'irrégularité. Et nous passons au vœu de Madame Kiss. Est-ce que vous voulez brièvement le représenter, Madame Kiss ? Oui, donc ce vœu que je présente avec mes collègues Céline Hervieux et François Comet a comme objectif d'aller plus loin dans la démarche actuelle de recyclage des mégots, enfin plus exactement de collecte des mégots qui a été initiée par la mairie du 6e et d'aller plus loin notamment par le fait de contracter avec une entreprise qui permettrait de recycler les mégots en question. Parce que pour le moment, ces mégots-là sont incinérés avec les autres déchets et voilà, il serait plus écologique que les mégots ainsi collectés fassent l'objet d'un recyclage, étant donné qu'il y a des associations qui travaillent à cet égard avec d'autres établissements, comme par exemple la mairie du 9e. Chère Madame Kiss, alors Séverine de Comprégnac, je vous donne la parole. Notre collègue va intervenir pour vous faire connaître notre position de la majorité du conseil municipal. Merci, Monsieur le maire. D'abord, à titre personnel, je veux vous remercier pour ce vœu parce que moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Avec mon groupe à l'Assemblée, on avait réussi à faire voter l'article 64 de la loi économie circulaire sur la participation des fabricants, pour faire simple, à l'élimination des déchets provoqués par les cigarettes. Et c'est une fumeuse qui le dit. Donc voilà. Donc c'est bon. Et je pense qu'en la matière, toutes les initiatives sont vraiment les bienvenues. Alors, je mettrai un tout petit bémol à ce que vous venez de dire, enfin la façon dont vous l'avez présenté, qui n'est pas écrit dans le vœu. Donc, un mégot jeté par terre, c'est 12 ans pour qu'il se dégrade. C'est un mégot, c'est la pollution de 500 litres d'eau, pour ceux qui ne le savent pas. C'est monstrueux. Et donc, la première chose, c'est de les ramasser. Après, effectivement, il y a des filières de recyclage qui commencent à se mettre en marche, qui coûtent encore très cher, mais qu'il faut aider. L'incinération, c'est un moindre mal, mais je reconnais que c'est pas une fin en soi. Donc nous souhaitons, la majorité municipale, sous le regard de Monsieur le maire, souhaite approuver votre vœu, peut-être en essayant et je laisserai la dernière partie à mon collègue Charles Flaubert, en essayant peut-être, si vous en êtes d'accord, d'amodier un petit peu parce que ce sont des dispositifs qui coûtent très cher. Je crois que j'ai des chiffres quelque part.
On a déjà dépensé 26 000 euros, en fait, en 2019 pour 100 cendriers, ce qui est énorme, qui font l'objet de vols et de dégradations souvent, donc qui demandent un entretien. Donc je pense que oui, et on a envie d'être exemplaire en la matière. Je pense qu'il faut y aller au rythme soutenable financièrement, et c'est ce qu'on vous propose de faire. Et je te laisse la parole, mon ami, pour la suite. Ce que je voulais dire, moi, sur ce la dernière partie concernant la police municipale. Moi, j'étais tout à fait sur le fond d'accord avec vous. Simplement sur la partie police municipale, c'est vrai que je ne sais pas si on peut mobiliser énormément les équipes. Je vous pose la question, hein. Enfin, on est là pour échanger. Je ne sais pas si on peut mobiliser énormément les équipes, même s'il le faudrait, mais mobiliser les équipes de la police municipale pour verbaliser systématiquement les gens qui jettent un mégot par terre. Évidemment que c'est illégal et qu'on peut dresser un procès verbal, mais est-ce qu'on a les effectifs pour ça? J'en suis pas certain. En revanche, je me posais la question, et ça pourrait faire l'objet d'une question, d'une intervention plus particulière que je pourrais adresser à monsieur l'adjoint Norman éventuellement, c'est de savoir si on ne pourrait pas verbaliser, je parle sous le contrôle donc également de monsieur le maire, si on ne pourrait pas verbaliser les établissements pour lesquels on a ces problèmes de mégots. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup d'établissements qui ne ramassent pas les mégots et qui laissent peut-être les fumeurs fumer et jeter leurs cigarettes par terre. Est-ce qu'on ne pourrait pas dresser des procès-verbaux, alors éventuellement contre les fumeurs, mais ça c'est peut-être un peu compliqué, mais contre les établissements qui ne respectent pas la réglementation et qui font qu'il y a des mégots partout. On va pas citer de nom là ce soir, on n'est pas là pour mettre la vindicte sur des établissements, mais il y a certains établissements, effectivement, on a ces problématiques de mégots qui sont particulièrement forts. Donc je me pose la question de savoir si on ne pourrait pas axer la répression, pour le coup, peut-être plus sur les gérants d'établissements que sur les fumeurs, ça serait peut-être plus efficace. Voilà, c'était l'observation que je me faisais sur cet aspect-là. Merci. J'ajoute, pardon, que concernant le point que vous soulevez sur le recyclage, la mairie vient de recevoir 2 devis qui comprennent le ramassage et la valorisation des mégots, et donc on est en train de les étudier. Il y a une telle différence entre les 2 devis que ça se regarde effectivement de très près. Donc on est tous d'accord, je crois, pour avancer vraiment sur ce sujet et pour communiquer, parce que à la limite c'est plus en communiquant qu'en sanctionnant qu'on arrivera à avancer. Et voilà. Et aussi. Donc, si vous voulez, merci infiniment, Madame de Comprignac et Monsieur Flaubert. Autrement dit, pour être très précis, on est d'accord pour adopter le vœu avec simplement 2 modifications qu'on laisserait de côté pour le moment, c'est-à-dire l'alinéa relatif au recyclage. On est d'accord pour recycler, mais on ne peut pas aller plus loin, puisque j'aime bien être précis. Car comme Séverine de Comprignac l'a bien dit, on a reçu 2 devis qui sont dans un rapport de 1 à 8. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc on a besoin de continuer à examiner les choses. On peut sans doute revenir devant vous au mois de septembre, au mois d'octobre, avec des éléments précis. Et puis deuxièmement, comme l'a très bien dit Charles Flaubert, également sur la police municipale, qui, je vous le rappelle, est quand même en cours de formation, constitution, organisation, recrutement, etc. Voir, et qu'il y a beaucoup de choses, et notamment le fameux problème des terrasses estivales à vérifier, à contrôler, à mettre en œuvre. Effectivement, on peut peut-être regarder, comme l'a très bien dit Charles Flaubert, effectivement, là où il y a des concentrations de mégots, et je vous invite, mes chers collègues d'ailleurs, à nous en faire part, en discuter dans mon conseil de quartier et examiner effectivement ce qui peut être fait si, sans que la foudre tombe sur ces établissements, on puisse éventuellement, sur un certain nombre d'entre eux, faire une amicale pression. Donc si vous êtes d'accord, je vous propose, avec ces 2 alinéas-là, d'adopter le vœu et de revenir devant vous plus précisément sur l'association qui ce sera sans doute une association ou l'entreprise qui viendra ensuite effectivement faire en sorte que les mégots qui étaient bien collectés mais qui n'étaient pas recyclés le soient. Si vous êtes d'accord, murmure d'approbation. Parfait.
Donc, ainsi modifié, je mets au vœu sur le rapport de Madame de Comprignac et l'intervention de Monsieur Flaubert, avec l'approbation des 3 auteurs du vœu, je vous propose de l'adopter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Et nous passons maintenant aux questions orales. Donc je donne la parole à une question orale qui était posée. C'est Madame Kiss qui a posé la question sur les cours Oasis qui ont été votés effectivement, qui ont fait l'objet d'un budget qui avait été adopté au budget participatif, les cours Oasis de l'école de la rue Littré. Madame Beaucamp va nous donner, va faire un point, et on vous distribue effectivement le document sur la mise en œuvre de ces cours Oasis. Madame Kiss va expliquer les questions. Madame Kiss, si vous voulez reprendre la parole sur votre question orale. Non, je n'ai pas besoin. Elle était très succincte, donc je vous remercie de la réponse. Madame Beaucamp va vous répondre maintenant. Alors, Madame Kiss, l'opération de la cour Oasis a effectivement démarré avec le concours du CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. La réunion de lancement du projet des cours Oasis sur le groupe scolaire Littré a eu lieu le mardi 5 avril dernier, en présence du maire du 6e, de moi-même, du CAUE, des enseignants de l'école maternelle et élémentaire Littré, des responsables éducatifs villes, donc des rêves des 2 écoles, des responsables de la crèche et du multi-accueil Littré, de la SLA et de la CASP 6-14. Voici donc un résumé du calendrier des différentes étapes. Au mois de mai, réunion d'information du projet auprès des équipes pluridisciplinaires et des parents d'élèves. Parallèlement, la SLA a lancé tous les sondages des structures sur la zone concernée et est en attente du rapport qui définira les possibilités techniques. Mai et juin. D'ici la fin du mois de juin, différents ateliers sont programmés par le CAUO avec les enfants sur les temps scolaires et périscolaires afin de les sensibiliser et de leur permettre de dessiner leur cours idéal. Des ateliers enfants ont donc lieu, 5 pour les écoles élémentaires, 5 pour les écoles maternelles et donc 1 pour les enfants qui participent au temps périscolaire. Fin juin, la restitution des ateliers enfants aux parents et à toute l'équipe avant les vacances scolaires. Septembre-octobre, réunion de concertation avec les équipes pédagogiques et les parents d'élèves. Réunion en parallèle avec la SLA et la CASP. Début novembre, rendu des préconisations du CAUO à la SLA. Novembre, échange sur les préconisations entre le CAUO et la SLA. Pour environnement. Premier trimestre 2023, lancement des marchés de travaux par la SLA. Et juillet-août 2023, nous y sommes, transformation des cours élémentaires maternels en cours Oasis. Voilà le plan pour les presque 18 mois qui viennent. Alors, je vous remercie d'ailleurs, votre question était non seulement frappée au coin du bon sens, mais également d'actualité, effectivement, c'est une question d'actualité, puisque ce dossier qui avait pris du retard pour des raisons évidentes, a été bien relancé par l'ensemble des parties prenantes. Nous y avions contribué, et je dirais qu'on a bien lancé les choses. On a même réussi à accélérer, puisque à un moment, il avait été envisagé que la concertation ne démarre qu'au mois de septembre, mais septembre, c'était trop tard. Donc on a réussi à faire en sorte que la concertation démarre, et surtout, ce qui est intéressant, et le CAUE d'ailleurs l'a proposé, on a bénéficié c'est toujours la même chose, quand on est dans une deuxième vague, on bénéficie de l'expérience des premières cours Oasis. Certaines sont très réussies, d'autres un peu moins, et surtout, là, ils ont eu la bonne idée d'essayer d'associer les enfants. Les enfants sont les premiers utilisateurs des cours d'école. Donc je pense que c'est une bonne chose de les associer, de leur faire comprendre ce que c'est. Et ensuite, dans un deuxième temps, les parents vont participer à la concertation
En parallèle, les professeurs et les directeurs d'école le sont également, puisque avec les enfants, ce sont les premiers utilisateurs de ces cours. Et puis vous l'avez peut-être dit également, ma chère collègue, on doit aussi essayer de regarder ce qui est possible de faire à la crèche. À la crèche littrée, voilà, crèche littrée, où là, également, sur le premier plateau que vous connaissez tous, Mme Lambert-Buras et Mme Hervieux, on doit examiner également ce qui est possible de faire. Voilà. Mais c'est une opération très importante. 950 000 €, c'est un crédit absolument considérable. Il faut veiller à ce qu'il en soit fait le meilleur usage possible. Alors, je vais vous laisser maintenant, mes chers collègues, je donne la présidence à Mme Chantal Lambert-Buras. Je crois que vous avez une dernière question orale. Voilà, Monsieur Commet, je pense, si vous voulez présenter votre question. Et c'est oui, merci. Madame Florence Debracq qui vous répondra. D'accord. Ma question concerne donc les budgets des conseils de quartier, puisque les conseils de quartier ont commencé à fonctionner début 2021 et courant 2022, on a reçu un premier état de budget. J'avais déjà posé des questions sur comment est-ce que les sommes étaient reconduites d'une année à l'autre en cas de non-dépense. Avec les résultats qu'on a obtenus, on a eu un petit peu de mal à recoller l'ensemble des morceaux, mais je pense que ça serait intéressant quand même que les conseils de quartier disposent plus régulièrement d'informations comptables sur les sommes dont ils disposent et les dépenses qu'ils ont faites ou pas faites. J'ajoute qu'un certain nombre de dépenses là-dessus sont faites de façon commune sur demande de la mairie. Donc c'est par exemple le cas pour la bourse au vélo, le financement de la bourse au vélo ou le financement des vides-greniers qui aura lieu, je crois, au mois de septembre. Alors, je fais remarquer quand même que l'ensemble de ces deux dépenses représente 2 500 € en fonctionnement sur un budget de 3 306 €. Donc c'est une somme qui est quand même importante. L'autre raison de ma question, c'est que mieux on connaît son budget, mieux on est quand même capable de l'affecter à un certain nombre de projets. Et demain, on va parler du budget participatif. Dans le budget participatif, ont été présentés un certain nombre de projets qui sont relativement modestes. Je pense par exemple, et ont été présentés et acceptés par la ville comme étant de bons candidats pour le budget participatif. Quand on a l'éclairage de la place Laurent-Terzieff évalué à 5 000 €, on peut penser, si le conseil de quartier en a le budget, que ça peut être financé sur le budget du conseil de quartier. C'est la même chose pour le parc canin des Grands Augustins, pour l'éclairage de la rue de Tournon, pour peut-être le jardin partagé rue du Cherche-Midi s'il se fait. C'est la même chose aussi pour le vœu qui vient d'être déposé sur le 6e sans mégots. Il peut y avoir une partie qui soit dont le financement vienne des différents conseils de quartier. Ceci dit, pour ça, il faut avoir une connaissance précise et assez régulière du budget des différents conseils de quartier. Et je souhaiterais d'ailleurs que, de même qu'on met sur le site de la mairie l'ensemble des comptes sur le compte administratif, qu'éventuellement on publie aussi ces budgets des différents conseils de quartier. Florence Debracq, s'il vous plaît. Va vous répondre. Merci, chers collègues. Je réponds donc à votre question concernant le budget des conseils de quartier. Je précise simplement que vous parlez en tant que présidente du conseil de quartier Odéon, mais que vous n'êtes pas forcément porte-parole de tous les conseils de quartier, de tous les présidents de conseils de quartier. Dans ce cas, en général, il s'adresse en cas de besoin à la mairie pour toute question budgétaire les concernant. Alors, il n'est pas d'usage dans ce type de question orale de désigner nommément le directeur général des services ou un ou plusieurs membres de l'administration, quel que soit le service ou le poste occupé. Donc ça, c'est un point important. Depuis la nouvelle composition des 6 conseils de quartier en 2021, les budgets alloués à chacun d'eux ont été transmis par la mairie à chaque président.
Ça a vraiment été fait et je l'avais demandé personnellement, donc ça, je peux le garantir. Pour rappel, les dotations au budget primitif sont fixes. L'investissement, je le rappelle, est de 8 264 € et le budget de fonctionnement de 3 306 €. Chaque président de conseil de quartier a pu communiquer lors de sa première réunion 2021 ces éléments financiers à ses membres. Je crois qu'il y a juste le conseil de quartier Notre-Dame-des-Champs qui l'a eu juste après. Je suis désolée, Ariel, mais sinon, tous les présidents avaient les informations. Il appartient à chaque président de suivre ses budgets en fonction des opérations proposées par cette instance ou acceptées dans le cadre d'opérations intéressant plusieurs ou l'ensemble des conseils de quartier. Ainsi, la mairie ne ponctionne pas, si je puis dire, l'enveloppe de fonctionnement de chaque conseil de quartier. Les crédits sont utilisés après l'accord de ces instances via le président du conseil de quartier. Concernant, alors vous évoquez la tenue du prochain vide-grenier. Moi, personnellement, j'ai prévenu chaque président de prévoir une réserve sur le budget de fonctionnement de 2 000 € pour financer une partie de la location des tentes. Les conseils de quartier ont donné leur accord. Ça a été noté sur les comptes rendus et je tiens à préciser qu'aussi bien le vide-grenier que la bourse au vélo ne pourrait pas avoir lieu si les conseils de quartier n'y participaient pas. Donc, je trouve que, d'ailleurs, on dit toujours le vide-grenier des conseils de quartier. Donc, c'est un point important et je pense que ça ne choque personne. L'information a été communiquée par les présidents et figure dans le compte-rendu des réunions. Donc là, vous pouvez voir les procès-verbaux. Plusieurs conseils de quartier ont également financé à leur initiative des projets après accord de leurs assemblées avant transfert au service administratif pour traitement. Si un conseil de quartier n'approuve pas le financement d'un projet concernant plusieurs conseils de quartier, cette décision est totalement respectée. Ça a été le cas pour le parc canin, suite à l'avis défavorable pour le moment du conseil de quartier Rennes. Et donc, c'est la mairie du 6e qui financera par égal sur sa dotation d'investissement l'opération à la place du conseil de quartier Rennes. Donc, rien n'est imposé. Toute opération prise en charge par plusieurs conseils de quartier est donc répartie à part égale. Donc là, c'est vraiment exactement ce qui a été fait pour la bourse au vélo et le futur vide-grenier. Le financement, le règlement après constatation du service fait font par ailleurs l'objet d'une vérification de la part de la direction de la finance achat afin de s'assurer de la conformité des dépenses engagées pour liquidation. Voilà, donc tout est très transparent. Concernant le point de votre question sur le centre de vaccination, la ville de Paris, dans le cadre du budget supplémentaire 2021, a accordé à la mairie du 6e, après arbitrage, un abondement sur la dotation de gestion locale de 20 988 €. Ce montant couvrant l'ensemble de la dotation, c'est-à-dire l'ensemble des besoins des équipements de proximité inscrits à l'inventaire impactés par la crise sanitaire. Concernant le centre de vaccination du 6e, le fonctionnement de ce centre intéresse l'ensemble des habitants de l'arrondissement et donc des 6 conseils de quartier qui ont donc participé à hauteur de 1 636,10 € sur des crédits relevant du BS 2021, soit crédits 2020 pour lesquels les conseils de quartier n'étaient pas constitués. Et effectivement, il est vrai que le centre de vaccination profite à l'ensemble de la population, là encore. Les dépenses liées au fonctionnement du centre s'élèvent en 2021 à 37 028,19 € en fonctionnement, hors fourniture de bureaux pris en charge sur les stocks de la mairie, et de 797,99 € en investissement.
l'abondement de 20 988 € de la ville précédemment mentionnée, donc loin de couvrir les dépenses liées juste pour le centre de vaccination du 6e et encore moins les dépenses liées au Covid sur la dotation générale locale. Les sommes émanant des budgets des conseils de quartier ont permis de participer à la prise en charge de la logistique permettant son bon fonctionnement, du nettoyage du centre, de la restauration des personnels médicaux et de support d'information auprès des usagers. Pour l'investissement, il a permis l'acquisition d'un frigidaire supplémentaire à celui fourni par la DAZES pour le stockage, alors c'est la DAZES qui pilotait les centres de vaccination, pour le stockage de doses et d'un micro-ondes. Donc je pense que là aussi, le bénéfice, tous les habitants du 6e ont pu bénéficier de cela. Je voudrais simplement terminer cette réponse en insistant sur le fait que pour le moment, seul un conseil de quartier a engagé de nombreux projets d'investissement. Et j'espère bien que les prochaines réunions qui vont se tenir entre le 24 mai et le 2 juin vont permettre aux conseils de quartier qui ne l'ont pas encore fait de finaliser leur choix d'investissement. Je sais que plusieurs sont en bonne voie et donc ça c'est un point essentiel sur lequel j'insiste car effectivement parfois nous avons vu que le budget peut servir à d'autres choses, mais c'est vrai que quand l'argent n'a pas été dépensé, voilà, ça je le regrette et je le redis vraiment, je tiens à ce que les conseils de quartier, au mois de mai et au mois de juin, prennent des décisions d'investissement. Je vous remercie. Merci infiniment, Florence Devrac. Bon, peut-être que cette réponse ne vous convient pas, pourtant elle est extrêmement claire. C'est vrai aussi que pour les conseils de quartier, il y a le moment d'avoir des idées, mais il y a aussi le moment de les mettre en œuvre, qui demande aussi un délai. C'est vrai qu'on peut avoir une idée, mais il faut savoir le coût, à qui s'adresser, etc. Donc je pense par exemple pour le conseil de quartier Saint-Germain-des-Prés, qui a souhaité agrandir la zone de jeu du square Félix Deruel, voilà. Bon, ça nécessite du temps, c'est de l'argent, mais ça nécessite du temps. Donc c'est vrai qu'il faut laisser au conseil de quartier qui ont eu des idées le fait de mettre en œuvre le projet, de le budgéter, d'avoir les bons contacts, etc. Mais les conseils de quartier ont des idées et les font mettre en œuvre, mais c'est vrai qu'il faut souvent un délai supplémentaire. Monsieur Comet, cette réponse, vous... Oui, je vous remercie pour la réponse. Moi, ma question n'était pas polémique, ce que la réponse peut laisser penser. Je me réjouis tout à fait qu'on ait dépensé de l'argent pour le centre de vaccination. Ça me semble une très bonne idée. La seule question que je posais, c'était de savoir combien et qu'est-ce qui restait sur les reports. Les reports d'une année sur l'autre sont quand même pas tout à fait évidents à trouver. Voilà. Après, quand je dis 2 500 € sur 3 300 pour 2 événements, c'est beaucoup. Ça ne veut pas dire que je remets en cause les événements, loin de là. Je suis d'ailleurs très surpris de ce que vous dites sur le conseil de quartier Rennes, parce que je pensais qu'ils avaient... moi, j'avais compris que ça avait été aussi approuvé et que donc le parc canin était en train d'être refait sur un budget moitié conseil de quartier Odéon, moitié conseil de quartier Rennes. Alors si maintenant c'est moitié conseil de quartier Odéon, moitié mairie du 6e, je suis très content pour le conseil de quartier Rennes qui a été plus malin et qui a réussi à économiser 8 000 €, mais je ne regrette pas du tout ce choix. Alors, dernier point quand même... Je rajoute juste que le conseil de quartier Notre-Dame-des-Champs a payé entièrement, pour vous rassurer, la réfection. On s'est peut-être fait avoir, alors. On a payé entièrement la réfection de notre parc canin là-haut. Quand on a un parc canin à soi tout seul, il est normal qu'on en fasse l'entretien à soi tout seul. Non, dernier point, je voulais préciser qu'ici, je n'interviens pas en tant que porte-parole des présidents de quartier ou que président du conseil du quartier Odéon. J'interviens en tant que conseiller d'arrondissement, c'est tout. C'est qu'on est tous d'accord pour espérer que les conseils de quartier fonctionnent au mieux et on essaye d'être le plus transparent possible. Voilà. Merci. Qui est sur table, les informations sur les dépenses qui sont effectivement réalisées sur les investissements d'intérêt local. Donc vous les avez tous. Hein. Voilà. Y a-t-il des affaires diverses à évoquer ?
prévenir le SICA, la date du SICA. La date du SICA, effectivement. Qui veux que je la donne? Alors, le prochain SICA sera le lundi 27 juin. Voilà, lundi 27 juin, prochain sur l'accessibilité et sur le traitement des façades dans le cadre d'économie d'énergie, me semble-t-il. Voilà. Hein? Isolation thermique, voilà. Merci, mes chers collègues. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres interventions, je déclare lever le conseil d'arrondissement. Tu ne déclares pas ouverte la cérémonie? Non, c'est pas Ah oui, la cérémonie de la côté? Non, la cérémonie. Le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes. Merci à tous et bonne soirée.